Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va demander à Jamy, mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'il y a dans mon ordinateur? On va passer sur tous les composants de l'ordinateur un peu rapidement. Et l'idée, c'est que je connais pas tout. C'est aussi un moment d'échanger sur les différents composants de l'ordinateur et qu'on échange sur ce qui fait les performances de chacun des composants. Voilà, pour qu'on comprenne mieux, in fine, qu'est-ce qu'il y a dans nos ordinateurs, ces outils de travail avec lesquels on travaille tous les jours. Tout d'abord, c'est quoi un ordinateur? Je ne sais pas si vous le savez, mais on pourrait dire qu'il y a trois types d'ordinateurs. Il peut y avoir les ordinateurs personnels, donc ceux que vous êtes en train d'utiliser. Les serveurs, donc qui sont dans les data centers, les serveurs de Google, donc qui ont notamment pas d'écran, par exemple, et qui seront plus orientés, calcul, parallèle. Et les micro-ordinateurs qui sont donc du coup des petites puces. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui on peut avoir un micro-ordinateur qui fait la taille d'une carte bancaire. Donc ici on a un Raspberry Pi. Donc c'est des ordinateurs tout à fait fonctionnels qui nous permettent qui peuvent être par exemple utilisés pour de l'embarquer et qui contiennent et tous ces ordinateurs contiennent finalement les mêmes composants, le même type de composants qu'on va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon ordinateur? Donc, dans mon ordinateur, il y a tout d'abord de la connectique. Donc, la connectique, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter avec des éléments extérieurs, donc la souris, le clavier, l'écran, et qui vont être donc du coup connectés. On va voir plus tard, donc du coup à la carte mère, donc ce qui va vraiment relier tous ces composants. On a un processeur, donc le processeur, c'est vraiment ce qui permet, c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est comme, donc du coup c'est vraiment comme notre cerveau. C'est ce qui va lire les instructions et ce qui va nous permettre d'exécuter les programmes. La RAM, c'est comme notre mémoire, c'est la mémoire d'un ordinateur, c'est la mémoire qui est utilisée par le processeur pour effectuer donc du coup les tâches qu'on lui demande d'effectuer. La carte graphique qui est optionnelle mais qui permet d'être extrêmement efficace pour des calculs, pour des types de calculs très spécifiques. Les disques durs qui nous permettent de stocker nos informations et l'alimentation qui permettent d'alimenter tout ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un processeur? Donc ici vous avez un processeur de type Intel et en fait tous les petits points jaunes que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des pins. C'est des connecteurs de pins, mais donc en gros chaque point va être connecté du coup à la carte mère. Donc là on voit que en fait il y a 1150, ça doit être un socket 1151. Donc là-dessus il y a 1151 connexions à la carte mère. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de ces connexions qui sont utilisées pour l'alimentation. Vous pourriez se dire enfin pourquoi il y en a autant? Une des raisons pour lesquelles il y en a autant, c'est bien sûr parce qu'il faut se connecter à énormément de composants sur la carte mère, mais c'est aussi parce que c'est pour aussi dispatcher la puissance demandée par le processeur. Donc il faut savoir qu'un processeur consomme 65 watts, peut consommer plus de 50 watts, ça peut même monter au-dessus de 100 watts. Et donc pour vraiment dissiper l'énergie dans le processeur, pour qu'il ne surchauffe pas, pour qu'il n'y ait pas un ou plusieurs points sur le processeur qui chauffe trop, on va dispatcher les arrivées d'énergie sur toutes ces connexions. Donc qu'est-ce qui définit un processeur? On va pouvoir avoir la fréquence. Donc c'est le nombre d'opérations par seconde par cellule, par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processeur, il va pouvoir être capable de faire des instructions plus ou moins complexes. Ça veut dire que je vais lui demander de faire une instruction, je vais lui demander par exemple de multiplier deux nombres ou d'afficher ou de faire sortir du texte sur mon terminal. Le processeur est capable de faire des instructions qui peuvent être potentiellement assez compliquées. Chaque processeur est codé en assembleur et a un set d'instructions qui est prédéfini. Et il peut y en avoir beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un sait combien typiquement Intel, donc les processeurs Intel ont d'instructions, mais je pense qu'il il doit bien y en avoir une centaine, je pense. Donc, il y a
il y a un certain nombre il y a un grand nombre d'opérations enfin, qu'on peut faire avec un processeur, contrairement à la carte graphique qu'on verra plus tard. Donc la fréquence, ça va être le nombre d'opérations qu'une cellule du processeur, qu'un cœur du processeur peut faire. Donc en gros, un cœur, il va avoir donc à chaque tic, en fait, le processeur est cadencé. On va voir ça comme quelqu'un comme une marche militaire. À chaque pas, on va pouvoir dire qu'il y a une instruction qui est faite, et ça va permettre de faire en sorte que tout le processeur soit synchronisé et qu'on puisse du coup avancer instruction par instruction, que le processeur puisse à un instant T faire une instruction, puis à un instant T plus 1 faire une autre instruction. Et donc c'est pour ça qu'on parle de nombre d'opérations par seconde, parce qu'il y a un nombre défini d'opérations par seconde que peut faire un processeur, vu qu'il est cadencé, qu'il est obligé de suivre une marche, vu qu'il est obligé de suivre une fréquence définie. Et donc chaque cœur, chaque cellule, un processeur peut contenir plusieurs cellules, et donc chaque cellule va avoir une fréquence définie. Donc un processeur peut avoir du coup plusieurs cellules. Aujourd'hui, on a entre 2, 4, 8 cellules par processeur. Ce qui va se passer, c'est que du coup, chaque cellule va pouvoir exécuter en parallèle différentes instructions. Ce qui va nous permettre d'accélérer énormément les calculs, enfin le nombre de calculs, enfin la puissance du processeur, le nombre d'instructions qu'il peut exécuter par seconde. Donc par exemple, dans les jeux vidéo, il y a un processeur qui va pouvoir s'occuper de l'UX. Il y en a un qui va s'occuper de voir où est-ce que sont les ennemis sur la map, etc. Un autre truc qui est assez intéressant, qui s'est développé ces dernières années, c'est l'hyperthreading. Ça veut dire qu'un processeur, ce qui va se passer, c'est qu'il va par exemple vouloir faire un appel à la RAM. Il va vouloir faire un appel à la mémoire. Je veux essayer d'accéder à la mémoire. Et en fait, le temps où il veut accéder à la mémoire, c'est du temps où il ne peut pas faire autre chose, où il va potentiellement rester un peu bloqué. Donc du coup, on va pouvoir utiliser, il y a une technologie qui s'appelle l'hyperthreading qui a été développée, qui est accessible sur quand même des processeurs qui sont un peu chers. Mais c'est pour ça qu'on dit 2 cœurs, on dit souvent 2 cœurs, 4 threads, par exemple. C'est parce que du coup, quand l'utilisateur est bloqué parce que le processeur est bloqué parce qu'il doit faire un accès mémoire, par exemple, alors un autre set d'instructions, une autre instruction va être exécutée. C'est ça qu'on appelle le multithreading, c'est faire en sorte que quand il y a une suite d'instructions qui est bloquée par un appel mémoire, alors on va pouvoir passer sur une autre suite d'instructions pour un autre programme. Google Chrome doit accéder à une image qui est sur mon disque, mais en même temps il doit afficher, il doit afficher mon application React sur un autre onglet. Il va mettre en pause, vu qu'il doit accéder à l'image, il va donner des ressources, le temps d'accéder à l'image pour l'application React. Donc voilà, c'est ça donc quand on parle de thread, on parle de ça. Voilà, ça permet de jusqu'à doubler la puissance de notre processeur. Par contre, du coup, il faut que justement qu'il y ait ces temps morts, et l'efficacité de l'hyperthreading dépend du coup des tâches qu'on est en train d'exécuter. De la même façon que le nombre de cœurs, si on exécute des tâches qui ne sont pas parallélisables, mais en fait ça sert à rien d'avoir un grand nombre de cœurs, et c'est plutôt la fréquence globale, le nombre d'opérations par seconde que peut exécuter le processeur qui va définir la puissance du processeur. Donc ensuite on a la RAM. Donc la RAM, comme j'ai dit, c'est la mémoire du processeur. C'est la mémoire de l'ordinateur qui est utilisée, qui est en communication directe avec le processeur. Il faut voir donc du coup que la RAM est un composant actif, et quand on l'éteint, toute la mémoire qui est contenue dedans est perdue. Elle contient, en fait, comment est-ce que c'est stocké, comment est-ce que les bits sont stockés dans la mémoire. C'est donc du coup c'est un transistor. Donc on va pouvoir, donc en gros c'est un petit switch qu'on va pouvoir mettre à on ou à off, et derrière on a une capacité, donc quelque chose qui va pouvoir garder en fait un petit peu d'énergie. On va pouvoir charger la capacité, et en utilisant le transistor on va pouvoir vider ou non, du coup on va pouvoir remplir d'énergie ou vider la capacité. Et si la capacité est pleine d'énergie, alors on va pouvoir dire
qu'elle a stocké, donc qu'on a qu'on a un, et si la capacité est complètement vide, on est à zéro. Et donc ça permet, c'est comme ça que les types de mémoire, que la RAM stocke stocke des informations. On a aussi une fréquence pour la RAM qui a à prendre, enfin qui est aussi à regarder au regard de la latence. Les RAM ont plus ou moins de latence et typiquement les RAM des serveurs vont avoir des latences qui sont beaucoup plus faibles que les RAM de nos ordinateurs. Donc en fait elles ont une fréquence qui vont peut-être être un peu inférieure, mais ce qui est marrant c'est que, vu qu'elles ont une latence qui est inférieure à celle de nos RAM, des RAM de nos ordinateurs, du coup en fait ça se compense et ça les rend très efficaces pour des tâches où on va devoir accéder à plusieurs endroits de la mémoire. Parce que du coup, j'ai pas défini la latence, mais la latence c'est le temps entre le moment où lequel je demande l'information et le moment où je récupère l'information pour une plage donnée de mémoire. Autre point assez important dans l'ordinateur, donc on a ce qu'on appelle le dual channel. Donc souvent le processeur est connecté à la RAM, à la mémoire, via deux canaux. Et c'est pour ça qu'on, du coup, on a souvent au moins deux barrettes on va essayer d'avoir au moins deux barrettes de RAM, enfin un nombre pair de RAM, pour pouvoir utiliser ces deux canaux, sachant que ça nous permet juste de doubler l'efficacité du lien entre le processeur et la RAM. Donc du coup les disques durs, donc la RAM permet et discute avec le processeur et la mémoire qui permet au processeur de fonctionner, de stocker les informations temporairement afin d'exécuter des calculs. Le disque dur va permettre de stocker de façon plus longue, plus long terme, la mémoire, donc du coup des fichiers, des vidéos ou des programmes. Donc avant on avait les disques durs, les SSD, on est passé les NVMe SSD, c'est assez nouveau. Enfin, ça date d'il y a peu d'années. Donc les SSD, on va être sur du stockage électromagnétique. Ça veut dire qu'on va charger magnétiquement en fait un aimant quoi, qui peut être chargé du coup positivement ou négativement. C'est comme ça qu'on va stocker notre état. Alors que le disque dur, du coup, on est plutôt sur le fait de rayer, on va écrire sur le disque l'information. Donc les SSD sont du coup plus rapides que les disques durs. Ils ont surtout une latence qui est beaucoup moins élevée. En fait, pourquoi est-ce qu'un SSD est mieux qu'un disque dur? Parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y a une tête de lecture. En fait, cette tête de lecture, du coup, elle est physique. Du coup, en fait, si on veut atteindre sur le disque dur un point pour le lire, on va être obligé de bouger la tête de lecture jusqu'au point. Et ça, c'est vraiment physique. Ça, c'est vraiment la tête de lecture est obligée de bouger. Donc, du coup, c'est ça qui prend énormément de temps et qui, du coup, amène à des latences qui sont assez élevées par rapport au SSD. Mais derrière, en vitesse de lecture et d'écriture, vu qu'il peut y avoir plusieurs têtes, etc., en fait, les disques durs peuvent tourner assez vite. Et en termes de vitesse de lecture, une fois qu'on a atteint l'endroit où on voulait lire, les disques durs peuvent être aussi rapides. Le vrai problème avec les disques durs, c'est vraiment ce temps de latence pour accéder à des endroits du disque dur. Et comment ça marche, du coup, pardon SSD pour que ça aille plus vite? En fait, tu vas pouvoir avoir déjà plusieurs disques. En fait, un disque dur, tu as souvent plusieurs disques où tu peux écrire. Donc tu vas avoir plusieurs têtes de lecture. Et donc tu vas pouvoir lire de façon parallèle sur plusieurs endroits. Et ça tourne très vite, il y a une très grosse densité de stockage. Sur un disque dur, sur le disque. Parce qu'en fait là, c'est un disque sur lequel tu écris. SSD, du coup, comment ça se fait? C'est Solid State Drive. Et du coup, c'est du magnétisme plutôt. Ça va vraiment être des petites chips électroniques, des toutes petites cellules électroniques qui vont contenir la mémoire. Les disques durs vont disparaître? Bah non, parce que ça coûte quand même moins cher à produire que la mémoire qui est utilisée par les SSD. Et c'est un peu plus
qu'on me corrige si je me trompe, mais je crois que c'est quand même un peu plus robuste au temps, quand même. Il y a moins de risques de... Non, Il y a des risques de crash quand même. il y a quand même des risques de... C'est-à-dire que le problème du disque dur, c'est que si la mécanique est usée ou s'il prend des chocs, la tête de lecture peut venir taper dans les disques, ce qui les abîme, mais toutes les données se deviennent illisibles, quoi. Mais si tu es dans un data center, justement, où tu es un environnement fermé, ou si tu veux faire du stockage très long terme, Je sais pas. le disque dur, bah, en tout cas, le disque dur coûte encore moins cher que le SSD. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Donc, du coup, si on veut stocker un grand nombre de données, le disque dur reste le meilleur choix. Et du coup, voilà. En fait, ce qui va vraiment séparer le SSD du SSD NVMe, ça va être en fait la façon dont ils sont connectés à la carte mère. Ça va être la slide suivante. Donc je prépare la slide suivante, mais en fait ce qui se passe c'est que là, on a une connectique. Ici on va appeler, on a une connectique qu'on appelle la connectique SATA, qui est la même que celle du disque dur. Et ici on a une connectique PCI Express. Alors c'est quoi une connectique PCI Express? C'est une connectique qui est en fait directement reliée à la carte mère. Elle va vraiment mettre, quand je dis qu'elle est, elle est reliée, toutes les connectiques sont reliées à la carte mère, mais elle est reliée directement au processeur. Il y a 16, la plupart des processeurs acceptent, les processeurs Intel acceptent 16 entrées. Ils acceptent 16 canaux, on va dire, de ce type-là. Le PCI Express, ça va être un certain nombre de canaux qui vont être directement connectés au processeur, mais vraiment physiquement liés au processeur, et ça va nous permettre d'être, du coup, si on l'utilise, on va pouvoir être très performant. Et donc c'est pour ça que du coup, le disque dur, les disques durs NVMe, en gros, ça va être des disques durs qui sont vraiment directement liés au processeur, et on va pouvoir atteindre du coup des vitesses, le temps de... le dialogue, du coup, se fait directement entre le processeur et le disque. Donc, du coup, on perd en latence et on obtient des disques qui sont extrêmement performants. Donc, c'est la différence entre les disques durs NVMe et les disques durs SSD normal, qui sont connectés via les ports d'extension. Ici, on a les ports d'extension SATA, qui nous permettent donc, du coup, de connecter des disques durs, que ce soit des disques durs SSD ou des disques durs tel qu'on a l'habitude de, à disque dur. On a les emplacements, on a aussi donc du coup sur la carte mère. Donc sur la carte mère, comme je vous ai dit au début, on va pouvoir brancher tous les composants de notre ordinateur. Donc ici, on va avoir l'emplacement de la RAM qui, de la même façon, est aussi directement connecté au processeur. Sauf que là, donc on voit qu'on a 4 emplacements de RAM. Comme je vous ai dit, on est en dual. Souvent, les processeurs travaillent en dual channel. Donc en gros, ces deux emplacements de RAM vont être connectés au même channel, et ces deux-là vont être connectés à un autre même channel. Donc du coup, on a deux paires, on a deux paires de barrettes de RAM. Donc ça veut dire que les deux RAM qu'on va pouvoir mettre ici, les deux RAM qu'on va pouvoir mettre ici vont travailler ensemble, vont plutôt avoir leur mémoire qui vont s'additionner, et les RAM opposés, donc ici et ici, vont plutôt permettre de booster les performances en termes d'accès, de vitesse d'accès au processeur. Et c'est aussi, non, je dirai après là-dessus. Donc on a aussi l'alimentation qui est directement pluguée on a aussi un point d'alimentation pour du coup alimenter toute la carte mère. Donc ça c'est une alimentation du coup. On va pouvoir parler de modularité de l'alimentation en fonction de si est-ce qu'on a des... là on est sur une alimentation modulaire parce qu'en fait on n'a pas directement connecté les fils à l'alimentation. Donc c'est à dire qu'on peut arriver avec nos fils et les brancher et vraiment faire nos Legos, choisir quelles entrées on veut utiliser et minimiser le nombre de fils qu'on utilise. C'est souvent plutôt des alimentations un peu plus chères, plus haut de gamme, qui le permettent. Et du coup, voilà. On va pouvoir parler de rendement.
Donc on peut passer de bronze à titanium. Le rendement passe de 80 à 90% crête au maximum. Sachant que quand même, c'est vrai que donc là on est sur une alimentation de 750 watts. Si on est à 90%, ça fait 630 watts. Donc on voit que quand même on perd, on perd presque. Non, j'ai mis 85% pour ce calcul. Si on est à 85%, on descend à 630 watts. Et donc on n'aura que 630 watts pour vraiment alimenter notre ordinateur. C'est pas parce qu'on a une alimentation 750 watts qu'on peut disposer de 150 watts pour alimenter notre ordinateur. On peut en utiliser que 630 watts. Surtout que, en fait, les alimentations sont efficaces sont le plus efficaces que quand on est entre 50 et 75% donc du coup de la puissance de la puissance 750 watts. Est-ce que c'est clair? Sinon, on va avoir notre rendement qui va encore baisser et en fait, on aura encore moins de puissance disponible. Donc, il faut essayer de dimensionner en fait son ordinateur. Il faut regarder la puissance de chacun des composants qu'on met dans notre ordinateur et faire en sorte que la somme de ces composants, et de faire en sorte de choisir une alimentation qui nous permette d'être à entre 50 et 75% de la puissance de cette alimentation une fois la somme de tous les composants faits. Qu'est-ce qui joue sur le rendement de ces boîtiers? La qualité de ce qui est utilisé pour faire la connexion, le transfo, on est quand même sur quelque chose on est quand même sur une grosse puissance qui doit être stable. On doit vraiment avoir, il faut pas endommager les composants qu'il y a derrière. Et on passe d'un courant alternatif à un courant continu, donc forcément on a des pertes associées. Donc du coup voilà. Aussi la qualité des composants qui sont utilisés, est-ce que c'est de l'or qui est utilisé à l'intérieur ou du bronze et quel niveau d'impureté tu as à l'intérieur? Du coup ça va chauffer, donc du coup tu vas perdre beaucoup plus en effet joli. Aussi la résistance. Du coup voilà. Et dernier point, la carte graphique. Donc, tout d'abord, on peut voir que ici, on a ce qu'on appelle la carte graphique est connectée. C'est une carte PCI Express. La carte graphique est connectée du coup en PCI Express à la carte mère, ce qui lui permet d'être directement connecté à l'ordinateur et de pouvoir avoir un lien privilégié avec l'ordinateur. Une carte graphique, ça contient. En fait, une carte graphique, il faut voir ça comme je vous ai dit que les processeurs pouvaient avoir plusieurs cœurs. Une carte graphique, ça a encore plus de cœurs. Je vais vous montrer une spec juste après. Ça peut avoir beaucoup de cœurs. Et ça a aussi une mémoire, de haute qualité, meilleure que la RAM qui est associée. On va partir sur le standard actuel des mémoires qu'on achète pour nos ordinateurs, c'est du DDR4. Et les mémoires qui sont embarquées sur la carte graphique sont des mémoires de type DDR5 qui sont le nouveau standard et qui sont encore meilleures que les mémoires DDR4. Et une carte graphique, du coup, elle ne va être capable que de faire vraiment des instructions hyper simples. Elle est utilisée donc du coup pour faire des calculs mathématiques, des calculs matriciels. Ça va permettre de faire des rendus 3D. Donc pour nos jeux. Et en fait, il faut vraiment se dire que du coup, le nombre d'instructions que peut effectuer une carte graphique est beaucoup plus faible que pour un processeur. C'est ça qui les différencie beaucoup. Et aussi le fait que... Nico, ouais. Quand tu dis que la mémoire au niveau des cartes graphiques elle est meilleure, ça veut dire que... C'est la DDR5, c'est mieux que la DDR4. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a plus de mémoire, c'est qu'elle est accessible plus rapidement, c'est que... La latence... c'est la nouvelle génération, pour être plus précis. Il doit y avoir moins de latence, et j'en sais rien, mais il y a plus de bandes passantes. Plus de bandes passantes. Elle consomme moins, et c'est plus de fréquence. Ok, d'accord. Tu peux atteindre des plus hautes fréquences J'ai l'impression, ouais. Okay. Et du coup, est-ce que toutes les cartes mères sont compatibles avec tous les niveaux de DDR ou est-ce que... En fait, les constructeurs utilisent... En fait, c'est vraiment la carte graphique contient donc du coup le calcul et la mémoire. C'est built-in dans la mémoire.
Et en soi, on pourrait utiliser de la DDR4 pour le faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que il y a vraiment besoin d'avoir un très très fort échange. Il y a énormément de processeurs qui calculent super vite. Il y a énormément de cellules de calcul qui calculent super vite. Donc c'est indispensable d'avoir un lien entre les cellules de calcul et la mémoire qui est optimale, qui est vraiment très puissant, parce que c'est ça en fait qui va finir par limiter la puissance d'une carte graphique. Et du coup, pour la RAM, une carte mère donnée en fait peut supporter n'importe quelle RAM qu'elle soit. En soi, elle pourrait. Ouais. Enfin, c'est pas un problème de. Enfin, pour moi, c'est pas un problème de. Parce que t'as une contre. Enfin, pour moi, elle pourrait. C'est juste que du coup, on va pouvoir vraiment avoir des baisses de performance dues à ça. Du coup, voilà. Donc là, on a une RTX 2080 Ti qui est sortie il y a un an ou un an et demi, je crois. Donc il y a 4352 processeurs, enfin cœurs à l'intérieur. Donc par rapport à nos 4 processeurs, enfin à nos 4 cœurs qu'il y a dans nos processeurs, c'est rien. Ils sont du même niveau. Enfin, ils sont Et aussi non, du coup ils sont moins, ils ont une fréquence qui est plus basse pour deux choses. Un, pour le rendement, pour la consommation énergétique. Parce que plus tu montes en fréquence, plus tu dois consommer, enfin plus tu as une consommation, enfin plus tu chauffes en fait, plus tu as une consommation énergétique qui est forte. Donc tu es obligé de baisser en fréquence. Et puis ils font un set d'instructions qui est plus faible, sont beaucoup plus simples. Donc du coup ça permet de booster le nombre de cellules utilisées. Mais du coup ça reste, enfin une carte graphique ça consomme quand même souvent beaucoup plus, enfin plus que le processeur. Le processeur on va être entre 60 et 100 watts, enfin, ça peut monter hein, alors que la carte graphique on va plutôt être entre 100 et 250 watts, plutôt être au-dessus de 100 watts quand même pour une carte graphique. En tout cas, ça a plutôt l'habitude de plus consommer que le processeur. Et donc, on va pouvoir, en fait, parce que l'étalon pour une carte graphique, du coup, c'est le nombre d'opérations en nombre flottant qu'elle peut faire par seconde. Donc, on n'est pas sur un nombre d'instructions de je peux afficher un truc sur mon ordinateur, je peux faire des instructions qui sont complexes pour le CPU. On est vraiment sur des opérations basiques de calcul sur les nombres flottants. Et donc c'est comme ça, c'est ça les teraflops. Et donc cette carte graphique est capable de faire 13,45 teraflops. J'ai perdu le. Mais il y a vraiment un rapport typiquement 1000. Si on demande à un processeur de faire la même chose, si je demande à mon Mac de faire la même chose, il peut vraiment y avoir un rapport 1000 du coup par rapport à cette carte graphique. Le problème avec la carte graphique, c'est qu'il faut que du coup les programmes qui sont lancés par la carte graphique, les calculs qui sont effectués par la carte graphique, soient hautement parallélisables, justement pour tirer profit de ces 4352 processeurs pour les RTX. Donc voilà, petit retour sur ce qu'il y a dans l'ordinateur. Donc on a vu les connecteurs, le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur, la RAM qui est la mémoire de l'ordinateur, qui a une faible latence et qui permet au processeur de bien fonctionner, de stocker les données qu'elle est en train de traiter. La carte graphique qui est optionnelle mais qui permet de booster les calculs de l'ordinateur. Les disques durs qui permettent de stocker à long terme, qui peut être donc ici sorti. Donc là on a les disques durs, on a une bête disque dur, donc d'anciennes versions, des disques durs à disque tournant. Mais il faut avoir des disques durs qui sont directement connectés à la carte mère et qui permettent, qui sont connectés à la carte mère et donc du coup directement au processeur, qui permettent d'avoir des débits avec le processeur beaucoup plus élevés. Et l'alimentation pour laquelle il faut faire un peu attention. Voilà.